Chaque année, ma famille oubliait de m'inviter pour Noël. Cette année, j'ai acheté une maison à la montagne et j'ai posté les photos, le plus beau cadeau de Noël que je puisse demander. Un jour plus tard, ils m'ont annoncé que mon frère et sa femme emménageaient avec moi. Bonjour, je m'appelle Sarah. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Mélanie, qui s'intitule comme ceci: Chaque année, ma famille oubliait de m'inviter à Noël. Cette année, j'ai acheté une maison à la montagne et j'ai posté les photos. Le meilleur cadeau de Noël que je pouvais espérer. Un jour plus tard, ils ont annoncé que mon frère et sa femme emménageaient avec moi. Eh bien, allons-y. Je m'appelle Mélanie et j'ai maintenant 31 ans. J'ai grandi à Cherry Hills Village, une de ces banlieues chics de Denver où tout le monde avait d'immenses maisons et des pelouses parfaitement entretenues. Notre maison avait 6 chambres, bien plus d'espace que n'importe quelle famille n'en avait réellement besoin. Il y avait moi, mon frère aîné Ethan, et nos parents, Robert et Deborah. Papa travaillait comme directeur financier dans une entreprise technologique du Fortune 500, le genre de poste où il portait des costumes coûteux et parlait de résultats trimestriels au dîner. Maman avait été présentatrice de télévision autrefois, mais au moment de ma naissance, elle s'était tournée vers la philanthropie et les événements de collecte de fonds. Ethan avait 4 ans de plus que moi et, dès que j'ai pu comprendre ce qui se passait autour de moi, j'ai su qu'il était l'enfant prodige. Nos parents le traitaient comme s'il était destiné à de grandes choses, comme si chaque petite chose qu'il faisait méritait une parade. Moi, j'étais juste là. Les murs étaient couverts des trophées et des photographies d'Ethan. Trophées de football, prix de l'équipe de débat, certificats académiques, tout était exposé comme si nous vivions dans un musée qui lui était dédié. Mes récompenses étaient entassées dans une boîte en carton au grenier, prenant la poussière. Je me souviens de mon 10e anniversaire comme si c'était hier. Je me suis réveillé ce matin-là, excité parce que passer à 2 chiffres me semblait important. Je suis descendu en m'attendant à au moins une carte ou peut-être des pancakes, mais maman et papa étaient dans la cuisine, en train de se disputer sur la couleur du maillot qu'Ethan devrait porter pour son prochain tournoi de football. Ils ne m'ont même pas regardé quand je suis entré. Je me suis assise à table, mangeant mes céréales toute seule, en attendant que quelqu'un se souvienne. Les heures passaient. Ils ont fait le tour de 3 magasins de sport différents ce jour-là, débattant des mérites de différentes marques. Je suis resté à la maison et j'ai regardé la télévision. Ce n'est que vers 21h, alors que j'étais déjà en pyjama, que maman a soudainement halté et dit « Oh mon Dieu, c'est l'anniversaire de Mélanie ». Papa a levé les yeux de son ordinateur portable et a dit « On t'achètera quelque chose de bien la semaine prochaine, ma chérie. » Promis. Ils ne l'ont jamais fait. Quand j'avais 12 ans, Ethan a intégré l'équipe de baseball du lycée dès sa première année. Mes parents ont organisé une fête. Ils ont loué une tente, engagé un traiteur, invité la moitié du quartier. La même année, j'ai remporté la première place au concours de sciences de l'école avec un projet sur la filtration de l'eau qui m'a pris 3 mois à réaliser. Maman a jeté un coup d'œil au ruban et a dit « C'est bien, ma chérie », avant de retourner à la planification de la fête de remise des diplômes d'Ethan, qui était encore dans 2 ans. Mais les anniversaires et les réussites scolaires n'étaient même pas le pire. Noël était un cauchemar à part entière. Quand j'avais 14 ans, le matin de Noël est arrivé et je me suis réveillé pour trouver mes parents en train de charger des valises dans la voiture. Ethan était déjà sur le siège avant, portant des vêtements neufs que je n'avais jamais vus auparavant. « Où allez-vous » ai-je demandé. « Las Vegas » a dit maman, sans même avoir l'air coupable. Ethan a travaillé si dur. Il mérite de vraies vacances. Et moi? Papa a soupiré comme si j'étais déraisonnable. Ta grand-mère sera là dans 1 heure. Tu passeras un Noël tranquille avec elle. Ils sont partis. J'ai passé Noël avec ma grand-mère, qui était la seule personne de la famille qui semblait remarquer mon existence. Elle a fait des biscuits, nous avons regardé de vieux films et elle n'a jamais mentionné le nom d'Ethan une seule fois. Je l'aimais pour ça. L'année suivante, Noël est revenu. J'ai essayé de ne pas trop espérer, mais j'avais 15 ans et j'étais assez stupide pour penser que les choses seraient peut-être différentes. Le matin de Noël, je suis descendu pour trouver Ethan en train d'ouvrir cadeau après cadeau. Un nouvel ordinateur portable. Pas n'importe quel ordinateur portable, mais le modèle le plus récent que tout le monde à l'école voulait. Il coûtait probablement $2000. Il a aussi eu une veste en cuir, une montre, des billets de concert et un tas d'autres choses. Puis maman m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une carte. Juste une carte.
Elle avait une image de bonhomme de neige et un message générique, « Joyeux Noël », imprimé à l'intérieur. Pas d'argent, pas de carte cadeau, rien. Juste une carte. Je l'ai regardée fixement, puis j'ai regardé la montagne de boîtes autour d'Ethan. Ce n'est pas juste, ai-je dit. Ethan reçoit tous ces trucs chers et moi, j'ai une carte. Ethan est à l'université, a dit papa, comme si cela expliquait tout. Ces choses sont importantes pour lui. Ne sois pas mesquine, Mélanie. Ce n'est pas séduisant de suivre le coup des cadeaux des autres. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai pleuré. Grand-mère a appelé plus tard dans la journée et je lui ai tout raconté. Elle a dit qu'elle était désolée et je l'ai cru parce qu'elle était la seule à l'être jamais. C'est devenu une habitude. Chaque Noël, Ethan recevait des cadeaux incroyables. Une voiture quand il a eu 21 ans, des voyages en Europe avec sa petite amie, des vêtements de marque, de l'électronique, tout ce que vous pouvez imaginer. Et chaque Noël, je recevais une carte. Parfois, ils écrivaient un petit message à l'intérieur sur le fait que je devais travailler plus dur ou être plus reconnaissante pour ce que j'avais. Une année, la carte disait simplement « Essaie de ne pas envier ton frère. Ce n'est pas de sa faute s'il réussit. » J'ai arrêté de m'en soucier après un certain temps, ou du moins c'est ce que je me disais. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai été accepté à l'université du Colorado à Boulder. J'ai fait mes valises, j'ai emménagé dans les dortoirs et je n'ai presque pas regardé en arrière. J'appelais à la maison peut-être une fois par mois, généralement lorsque maman m'envoyait un texto pour me demander pourquoi je ne prenais jamais de nouvelles. Les conversations étaient toujours les mêmes. Elle passait 20 minutes à parler des stages d'Ethan, de ses notes ou de son nouvel appartement, puis elle me demandait comment ça se passait à l'école. Avant que je puisse répondre plus d'une phrase ou deux, elle se souvenait d'autre chose à propos d'Ethan et nous revenions à parler de lui. J'ai cessé de m'attendre à quelque chose de différent. Mais même si j'avais déménagé et commencé ma propre vie, une partie stupide de moi voulait toujours être incluse dans les affaires de famille. Surtout Noël, l'idée me manquait, même si la réalité avait toujours été nulle. La première année où j'étais à Boulder, j'ai appelé maman début décembre. Je pensais rentrer à la maison pour Noël, ai-je dit. Je n'ai pas d'examen après le 15, donc je pourrais rester une semaine ou deux. Il y a eu une longue pause. En fait, Mélanie, il vaudrait peut-être mieux que tu restes à l'école cette année, a dit maman. Peut-être fêter ça avec tes amis du dortoir. La famille de la fiancée d'Ethan vient. La maison sera pleine. Tu comprends? Il y a 6 chambres. C'est juste mieux comme ça. Tu te sentirais déplacé de toute façon. Je n'ai pas discuté. À quoi bon? J'ai quand même conduit jusqu'à Denver ce Noël-là, mais je suis resté chez ma grand-mère. Je ne suis même pas passé devant la maison de mes parents. Plus tard, j'ai vu des photos sur le Facebook de maman, tout le monde souriant autour du sapin, des verres de vin levés, avec la légende, toute notre famille bien-aimée réunie pour les fêtes. Je n'étais sur aucune photo. Après ça, j'ai arrêté de demander à venir à la maison et ils ont arrêté de m'inviter. J'ai obtenu mon diplôme avec mention 3 ans plus tard. J'ai trouvé un emploi chez Horizon Marketing Group, ici même à Denver, et j'ai travaillé d'arrache-pied. 3 ans plus tard, j'ai été recruté par Summit Creative Solutions, l'une des meilleures agences de marketing du pays. Du vrai travail, de vrais projets, de l'argent réel. Mais ma famille n'en savait rien parce qu'ils ne demandaient jamais. Je suis resté en contact avec ma famille via une discussion de groupe où maman publiait des photos d'Ethan et de sa femme Amanda à des galas de charité, des dégustations de vin ou je ne sais quoi d'autre qu'ils faisaient cette semaine-là. Ethan s'était marié quelques années auparavant. Je n'ai pas été invité au mariage. Maman a dit que c'était une petite cérémonie, juste la famille proche. J'ai vu les photos plus tard. Il y avait au moins 150 personnes. La discussion était toujours la même. Maman postant sur la dernière réussite d'Ethan. Papa intervenant pour dire à quel point il était fier. Ethan étant faussement modeste à ce sujet. Je faisais défiler sans rien dire. Qui avait-il à dire? Pendant ce temps, je m'en sortais plutôt bien. Chez Summit Creative Solutions, j'étais passé de stratège junior à la direction de grandes campagnes. Personne ne m'a rien donné. Je faisais des semaines de 70 heures. Je proposais des idées qui me faisaient peur. J'ai accepté des projets que personne d'autre ne voulait toucher, et ça a payé. Quand j'ai eu 31 ans, j'ai décroché le plus gros projet de ma carrière.
Une grande entreprise de sport voulait se repositionner pour le marché des jeunes et ils m'ont donné un contrôle créatif total. J'ai passé 6 mois dessus, à constituer une équipe, à rechercher les tendances, à tester des campagnes. Quand nous avons lancé, les résultats ont été incroyables. Les ventes ont bondi de 37% au premier trimestre. Le PDG m'a appelé dans son bureau et m'a dit que j'avais fait quelque chose de spécial. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une prime de 90 000 $. J'ai regardé le nombre sur mon compte bancaire pendant 10 bonnes minutes. Je n'avais jamais vu autant d'argent d'un coup de ma vie. Ma première pensée a été de le dire à quelqu'un, pour fêter ça. Mais qui? Mes amis du travail seraient heureux pour moi, bien sûr, mais cela semblait être quelque chose que l'on devrait partager avec sa famille. Puis je me suis souvenu de la discussion de groupe de quelques jours plus tôt. Papa m'avait demandé, pourquoi n'as-tu rien accompli de significatif dans ta carrière jusqu'à présent? Tu as 31 ans, Mélanie. Ethan était analyste senior à ton âge. J'avais voulu répondre que j'avais été promu 3 fois, que je dirigeais des campagnes pour des marques nationales, que mon salaire était bien au-dessus des 6 chiffres. Mais à quoi bon? Ils s'en fichaient. Ils ne s'en étaient jamais souciés. Alors, je ne leur ai pas parlé de la prime. Je l'ai juste laissé là, sur mon compte, pendant que je décidais quoi en faire. Novembre est arrivé et la discussion familiale a recommencé à s'animer. Les plans de Thanksgiving. Maman publiant des recettes qu'elle avait trouvées. Papa parlant de sortir le bon vin de la cave. Puis la grande annonce est tombée. Ethan avait été promu directeur principal dans sa banque d'investissement. Le message de papa était embarrassant à lire. C'est le moment le plus fier de ma vie. Mon fils, directeur principal à 35 ans. J'ai toujours su que tu ferais de grandes choses, Ethan. Quelques jours plus tard, maman m'a envoyé un message directement dans la discussion de groupe. Mélanie, pourrais-tu acheter une belle montre à Ethan pour sa promotion? Quelque chose dans les 1500 $. Fais-la livrer chez nous par coursier pour Thanksgiving. Merci, ma chérie. J'ai lu le message 3 fois. Elle n'a pas demandé si je pouvais me le permettre. Elle n'a pas dit s'il te plaît. Elle a juste supposé que je le ferais. Acheter un cadeau cher pour le frère qui ne m'avait jamais rien acheté. Pour des parents qui n'avaient jamais célébré une seule de mes réussites. J'ai fermé la discussion et n'ai pas répondu. Ce soir-là, je me suis assise sur mon canapé avec une bouteille de vin et j'ai commencé à faire défiler les annonces immobilières. Puis je l'ai vue. Une maison dans les montagnes du Colorado. 3 chambres, 2 salles de bain, une immense terrasse surplombant les pins et les vallées. Les photos la faisaient ressembler à quelque chose sorti d'un magazine. Le prix était de 360 000 $. Je pouvais me permettre la compte avec ma prime. L'hypothèque serait gérable avec mon salaire. Et plus je la regardais, plus je la voulais, pas comme un investissement, pas comme une propriété locative. Je la voulais pour moi, un endroit qui serait entièrement à moi, où personne ne pourrait me dire que je ne méritais pas d'être là. J'ai trouvé le numéro de l'agent immobilier et j'ai appelé. Elle s'appelait Michel et elle a répondu à la 2e sonnerie. En moins d'1 heure, nous étions en appel vidéo et elle me faisait une visite virtuelle. La maison était encore mieux que sur les photos. Elle avait cette immense cheminée en pierre, des fenêtres qui laissaient entrer tellement de lumière, et une cuisine qui donnait sur les montagnes. Je veux l'acheter, ai-je dit. Michel a ri. Vous voulez y réfléchir d'abord? Peut-être venir la voir en personne? Non, je la veux. À quelle vitesse pouvons-nous procéder? Elle m'a expliqué le processus. J'ai signé l'offre d'achat ce soir-là et j'ai transféré la compte le lendemain matin. C'était fou et impulsif et je m'en fichais. Pour la première fois de ma vie, je faisais quelque chose de grand sans demander la permission ou l'approbation de personne. 3 semaines avant Noël, j'ai signé les derniers documents et j'ai eu les clés. J'ai conduit jusqu'à la maison seule, j'ai déverrouillé la porte et je suis resté là, dans le salon vide. Il y avait une cuisine intégrée, mais sinon, l'endroit était nu. J'ai parcouru chaque pièce, touché les murs, regardé par chaque fenêtre. C'était à moi. Au cours des 3 semaines suivantes, je me suis lancé à corps perdu pour que la maison ressemble à un foyer. J'ai peint les armoires de cuisine d'un gris doux, remplacé tous les luminaires par des modèles qui ne semblaient pas dater des années 90, et j'ai passé un week-end entier à monter des meubles en kit. J'ai acheté un canapé, une table à manger, des lits pour les chambres d'amis, des tapis, des rideaux, tout.
J'y ai travaillé tous les soirs après mon travail et toute la journée le week-end. Le 21 décembre, la maison était terminée. Elle était incroyable. J'ai pris des photos et je les ai postées sur Instagram. La légende était simple. Je méritais ma propre maison. Le meilleur cadeau de Noël que je pouvais espérer. 1 heure plus tard, mon téléphone a commencé à exploser. Des messages de maman, papa et Ethan, tous posant la même question. Qu'est-ce que c'est? C'est la maison de qui? Où as-tu trouvé l'argent? Je les ai lus avec un sourire et n'ai répondu à aucun. 1 autre heure passa. Puis maman a envoyé un autre message. Dîner de famille. 23 décembre, 19 h. Ce n'est pas facultatif. J'ai pensé ignorer celui-là aussi, mais honnêtement, j'étais curieuse. Je voulais voir leur visage quand je leur dirais la vérité. Le 23 décembre est arrivé et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. J'ai sonné à la porte et papa a répondu. Il n'a pas dit bonjour ni demandé comment j'allais. Il m'a juste regardé avec cette expression sévère et a dit « Salon, maintenant ». Maman et Ethan étaient déjà assis là. Ethan avait les bras croisés et maman avait l'air d'avoir pleuré, ce qui était sa tactique de manipulation préférée. Je me suis assise sur la chaise en face d'eux et j'ai attendu. « C'est la maison de qui ?» a demandé papa immédiatement. J'ai souri. La mienne. Je l'ai achetée avec la prime de 90 000 $ que j'ai eue au travail. La pièce est devenue silencieuse. La bouche de maman s'est littéralement ouverte. C'est impossible, a-t-elle dit. Tu ne peux pas gagner autant. Tu n'es qu'une simple manager. En fait, si l'un d'entre vous s'était donné la peine de s'intéresser à ma vie au cours de la dernière décennie, vous sauriez que je travaille pour Summit Creative Solutions, l'une des agences de marketing les plus prospères du pays. Je dirige de grandes campagnes. J'ai été promu plusieurs fois. Mon salaire est nettement supérieur à la moyenne nationale. La prime était pour un projet de repositionnement de marque qui a augmenté les ventes d'un client de 37% en un trimestre. Papa avait l'air d'avoir été giflé. Ethan me fixait simplement. Tu aurais dû nous consulter avant de faire un achat aussi important, a finalement dit Ethan. Tu ne peux pas simplement dépenser de l'argent comme ça sans l'avis de la famille. J'ai éclaté de rire. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Qu'est-ce qui est drôle, a lancé Ethan. Que tu penses que j'ai besoin de ta permission pour dépenser mon propre argent? C'est sérieux, a dit Ethan. Nous sommes une famille. Nous prenons les grandes décisions ensemble. Oh, comme vous m'avez incluse dans votre mariage ou dans n'importe laquelle de vos décisions. Maman est intervenue. Cette attitude est exactement la raison pour laquelle nous avons cette conversation. Tu es devenue égoïste, Mélanie. Cette maison est trop grande pour une seule personne. Nous devrions y fêter Noël cette année. Tous ensemble. Non, je ne vous invite pas chez moi. Ethan s'est penché en avant. Amanda est enceinte. Elle rêve d'une maison comme celle-là. Ce serait parfait pour nous, surtout avec le bébé qui arrive. Tu devrais nous laisser y rester. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Vous voulez vivre dans ma maison? Juste jusqu'à après la naissance du bébé, a dit Ethan comme s'il était raisonnable. Peut-être 6 mois environ. Tu as 3 chambres. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Maman a hoché la tête. C'est logique, Mélanie. Tu es seule et ils fondent une famille. C'est ce que fait la famille. Ils s'entraident. S'entraider. Je me suis levé. Quand est-ce que l'un d'entre vous m'a jamais aidé? Nous t'avons élevé, a dit papa. Nous t'avons tout donné. Vous avez tout donné à Ethan. Vous m'avez donné des cartes et m'avez dit d'arrêter d'être jalouse. Ce n'est pas juste, a dit maman. Nous vous avons bien traités tous les deux. Vous avez oublié mon 10e anniversaire parce que vous achetiez des maillots de foot à Ethan. Vous l'avez emmené à Las Vegas pour Noël et m'avez laissé avec grand-mère. Vous lui avez donné des voitures et des voyages en Europe, et vous m'avez donné des cartes me disant de ne pas l'envier. Vous ne m'avez pas invité à Thanksgiving ou à Noël pendant 13 ans. N'osez pas me dire que vous nous avez traités de la même manière. La pièce est redevenue silencieuse. Puis papa s'est levé et sa voix est devenue glaciale. Si tu veux rétablir ta relation avec cette famille, tu organiseras Noël dans ta nouvelle maison. Et tu laisseras ton frère et sa femme enceinte y rester gratuitement aussi longtemps qu'ils en auront besoin. Je les ai regardés un par un. Maman avec ses fausses larmes.
Papa avec son expression pleine de droit. Ethan assis là comme s'il méritait tout ce pourquoi j'avais travaillé. Vous ne m'avez pas invité à Thanksgiving cette année, ai-je dit doucement. Vous ne m'avez pas invité à Noël. Vous ne m'avez invité à rien depuis plus d'une décennie et maintenant vous voulez utiliser ma maison. Il s'agit de la famille, a dit maman. Non, j'en ai fini. Je n'ai plus besoin de votre approbation. Je n'organiserai pas Noël pour vous. Je ne donnerai pas ma maison à Ethan. Je ne viendrai pas à vos célébrations. J'en ai fini avec tout ça. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Mélanie, a crié papa. Si tu franchis cette porte, tu choisis de couper les ponts avec cette famille. Je me suis arrêté et je les ai regardés. Vous avez coupé les ponts avec moi il y a des années. Vous ne l'avez juste jamais remarqué parce que vous étiez trop occupé à vénérer Ethan. Je suis parti. Ils criaient tous derrière moi, mais je ne me suis pas arrêté. Je suis monté dans ma voiture et je suis retourné à mon appartement en ville. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. Maman, papa, Ethan, tous appelant encore et encore. J'ai ignoré chaque appel. Les messages ont commencé à arriver. Papa disant que j'étais déraisonnable. Maman disant que je lui brisais le cœur. Ethan disant que je lui devais de partager ce que j'avais parce que c'est ce que font les frères et sœurs. J'ai bloqué tous leurs numéros et supprimé la discussion de groupe familial. Ce soir-là, j'ai appelé mes amis et je les ai invités dans ma maison de montagne pour Noël. Puis j'ai appelé mes cousins du côté de ma mère, ceux que j'aimais vraiment. En 1 heure, j'avais 15 personnes confirmées. De vraies personnes qui se souciaient vraiment de moi. Noël est arrivé et c'était parfait. Nous avons cuisiné ensemble, joué à des jeux, nous sommes assis près de la cheminée et avons ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. J'ai posté des photos sur Instagram, de vraies photos souriantes de personnes qui voulaient être là. Maman a commenté, ravie de voir que tu as oublié ta vraie famille. Tellement fière de ta carrière que tu as abandonné les gens qui t'ont élevé. J'ai ri et n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire à ce genre de bêtises. Le réveillon du Nouvel An est arrivé et j'avais des projets. J'ai conduit jusqu'à la maison de grand-mère et je suis allé la chercher. Elle avait 83 ans et était toujours aussi vive d'esprit. Elle a attrapé son manteau et n'a posé aucune question jusqu'à ce que nous soyons sur l'autoroute. Où allons-nous, a-t-elle demandé. Ma maison de montagne. Je veux te la montrer. Elle a souri. J'ai vu les photos en ligne. Ça avait l'air magnifique. Le trajet a duré environ 2 heures. Quand nous sommes arrivés, grand-mère a parcouru chaque pièce lentement, touchant les meubles, regardant par les fenêtres les arbres couverts de neige. Quand elle a terminé la visite, elle s'est assise sur le canapé et a tapoté la place à côté d'elle. Tes parents m'ont appelé, a-t-elle dit. Ils ont dit que tu avais coupé tout contact avec eux. Ils voulaient que je te raisonne. Je n'ai rien dit. Je leur ai dit qu'ils t'ignoraient depuis 30 ans et qu'ils devraient te laisser tranquille, a poursuivi grand-mère. Je leur ai aussi dit de ne plus me déranger avec leurs bêtises. Je les serrai dans mes bras. C'était la seule qui m'avait jamais vraiment vu. Nous avons passé le réveillon du Nouvel An ensemble, juste nous deux. Nous avons préparé le dîner, regardé la boule tomber à la télévision et elle m'a raconté des histoires de sa jeunesse. C'était le meilleur Nouvel An que j'ai jamais eu. Janvier est arrivé et je me suis réinstallé dans mon travail. Mon appartement en ville était pratique pour le bureau, mais je montais à la maison de montagne tous les week-ends. C'est devenu mon refuge, mon endroit pour respirer. Puis, 3 semaines après le début du mois de janvier, mon assistante a frappé à la porte de mon bureau, l'air nerveuse. « Vos parents sont là » a-t-elle dit. « Ils demandent à vous voir. » Mon estomac s'est noué. « Dites-leur que je suis en réunion. » Je l'ai fait. Ils ont dit qu'ils attendraient. J'ai regardé l'écran de mon ordinateur et j'ai essayé de réfléchir. J'aurais pu faire escorter par la sécurité, mais cela aurait provoqué une scène. Mieux valait en finir. Bien, dites-leur que je les retrouverai au café d'en face dans 10 minutes. J'ai attrapé mon manteau et j'ai traversé. Maman et papa étaient déjà assis à une table dans un coin quand je suis arrivé. Je me suis assise et n'ai rien commandé. Ça a assez duré, a dit papa. Nous avons tous réagi de manière excessive. Il est temps de passer à autre chose et de se réconcilier. Passer à autre chose, ai-je répété. Oui, a dit maman. Nous sommes une famille.
Les familles se disputent puis se réconcilient. C'est comme ça que ça marche. Je l'ai regardé fixement. Vous pensez que ce n'est qu'une dispute? Qu'est-ce que ce serait d'autre, a demandé papa. Vous m'avez ignoré toute ma vie. Vous avez oublié mes anniversaires. Vous avez tout donné à Ethan et m'avez donné des cartes. Vous ne m'avez pas invité à Noël pendant 13 ans. Et la seule raison pour laquelle vous êtes ici maintenant, c'est parce que vous voulez quelque chose de moi. Maman avait l'air mal à l'aise. J'ai vu des photos de cette maison. C'est très grand pour quelqu'un qui vit seul. Voilà. Et ton frère et Amanda ont vraiment besoin de plus d'espace maintenant avec le bébé qui arrive, a ajouté papa. Tu devrais les laisser emménager juste pour un petit moment. Je ne pouvais pas le croire. Même après tout, il demandait encore ça. Vous êtes venu sur mon lieu de travail pour me demander de donner ma maison à Ethan. Pas donné, a dit maman rapidement. Juste les laisser y rester. Tu ne l'utilises presque pas de toute façon. Tu as ton appartement en ville. Cette maison est à moi. Je l'ai achetée avec l'argent que j'ai gagné. Ethan a un bon travail et une femme enceinte. Il peut acheter sa propre maison. Il économise pour le bébé, a dit papa. Les frais médicaux, les meubles, tout ça s'additionne. Tu pourrais l'aider. De la façon dont vous m'avez aidé, ai-je demandé, en oubliant que j'existais? Arrête d'être dramatique, a dit papa. Nous sommes ici pour essayer de réparer cette relation et tu nous le jettes à la figure. Je me suis levé. Je ne veux pas de relation avec vous, aucun d'entre vous. Vous avez eu 31 ans pour être des parents pour moi et vous avez choisi de ne pas l'être. Maintenant, vous voulez revenir parce que j'ai quelque chose que vous voulez. La réponse est non. Mélanie, a commencé maman. Si vous me contactez à nouveau, si vous venez à nouveau à mon travail, si vous vous présentez à mon appartement ou à ma maison, je demanderai une ordonnance restrictive. Je ne plaisante pas, laissez-moi tranquille. Je suis sorti avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais je me sentais plus légère d'une certaine manière, comme si j'avais enfin dit tout ce que j'avais besoin de dire. Ils ne m'ont plus contacté après ça. J'ai appris par ma grand-mère qu'Ethan et Amanda avaient eu leur bébé en mars, une fille. Je n'ai pas envoyé de cadeau. Je n'ai pas appelé. Je n'ai rien ressenti à ce sujet. Maintenant, cela fait presque un an depuis ce Noël où tout a changé. Je travaille toujours chez Summit Creative Solutions et je me débrouille mieux que jamais. J'ai eu une autre promotion en juin. Mon appartement en ville est confortable et ma maison de montagne est mon sanctuaire. J'y monte la plupart des week-ends, parfois seul, parfois avec des amis. J'ai organisé des dîners, des soirées-jeux, même un petit mariage pour un de mes cousins. Mes parents et Ethan publient occasionnellement des choses sur les réseaux sociaux, des photos de famille où ils ont tous l'air parfaits, avec des légendes sur le fait d'être bénis. Je ne suis jamais sur aucune d'entre elles. Je m'en fiche. J'ai ma propre vie maintenant, une vie où je n'attends pas constamment une approbation qui ne viendra jamais. Grand-mère vient me rendre visite une fois par mois. Nous cuisinons ensemble et elle me dit à quel point elle est fière de moi. C'est la seule approbation dont j'ai besoin. Parfois, les gens me demandent si ma famille me manque. La réponse honnête est non. On ne peut pas regretter quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu. Ce que j'ai maintenant est mieux. La paix, la liberté et une vie qui m'appartient entièrement. Et ça vaut plus que tous les cadeaux de Noël et les dîners de famille du monde. Je méritais mieux que ce qu'ils m'ont donné. Et maintenant, je l'ai.